Oui, effectivement, la dégravitation, c'est l'élément le plus déterminant, le plus décisif pour comprendre la mécanique universelle. C'est-à-dire que c'est l'élément fondamental qui manquait à l'astrophysique pour pouvoir comprendre pourquoi les planètes tournent, pourquoi les galaxies se constituent, pourquoi tout cela fonctionne, et même pourquoi la Lune, elle, ne tourne pas, mais se balance en synchronisme avec la Terre. Toutes ces choses-là qui sont des mystères pour la science. De même que les raisons pour lesquelles le Soleil brille, les raisons pour lesquelles il y a du magma à l'intérieur des planètes, toutes ces choses-là sont inconnues de la physique parce qu'ils ignorent, jusqu'à présent en tout cas, le phénomène de dégravitation. Et ça se comprend parce que ça peut paraître complètement invraisemblable, ça peut paraître complètement inacceptable pour un physicien que de se dire que deux aimants, je sais pas, deux aimants quelconques qui auraient une traction par exemple de 100 tonnes, en attraction, il y a une force de 100 tonnes qui les réunit, qui veut les réunir. Et de se dire que dans certaines conditions, cette force de 100 tonnes est annulée, tout simplement. Annulée. C'est-à-dire qu'il n'y a quasi, ils sont toujours en attraction, mais l'attraction n'est plus opérante, il n'y a plus cette force qui les réunit l'un vers l'autre avec cette force de 100 tonnes. Ça, c'est difficile à accepter. Évidemment, puisqu'on a une conception de la physique qui est matérialiste, on se dit que s'il y a une force, il y a une force, point. C'est qu'il y a des particules, il y a quelque chose, et s'il y a ça, ça ne peut pas être annulé. Alors qu'en réalité, évidemment, tout cela n'étant pas matériel, tout cela étant purement métaphysique, rien ne s'y oppose, mais encore faut-il le comprendre. Et, et c'est la même chose que pour un physicien de se dire, bon, la Terre ne pèse rien, zéro, pas un gramme. Vous avez déjà fait cette réflexion? La Terre, le Soleil, tout ça ne pèse rien du tout. Ils n'ont aucun poids. Ils ont une masse. Ils peuvent faire des milliards de tonnes de masse, comme on dit, même si on ne définit pas la masse, en physique en tout cas. Néanmoins, leur poids est nul. Évidemment, leur poids est nul. Le poids, c'est le poids d'un objet sur la Terre. La Lune n'est pas sur la Terre, elle n'est pas sur le Soleil, donc elle ne pèse rien. Et dans le cosmos, donc, rien ne pèse rien. Et dans la matière, idem, rien ne pèse rien. C'est-à-dire que les particules atomiques qui tournent les unes autour des autres n'ont aucun poids. Aucun poids. Le poids vient après, pour des raisons qu'on explique bien entendu par ailleurs. Peu importe. Donc ce qui nous intéresse, l'objet de votre question, c'est cette dégravitation. Il faut toujours revenir dessus, c'est vrai. On n'a jamais fini de la comprendre suffisamment, et c'est délicat comme principe. Le principe, c'est, vous le savez quand même, grosso modo, vous auriez par exemple deux aimants, on peut s'imaginer que ce sont deux aimants, avec un pôle nord, les pôles nord seraient par exemple les bouchons, et les pôles sud, les capuchons derrière. Donc là, ils sont en répulsion, bien sûr, mais si je les mets en attraction, il va y avoir une attraction entre eux, qui va tendre à aligner leurs quatre pôles pour qu'ils fusionnent, pour qu'ils se réunissent. Ça, c'est le mouvement naturel d'un aimant, et qui n'est d'ailleurs évidemment pas du tout expliqué physiquement, parce que c'est un phénomène métaphysique et non pas un phénomène physique. C'est de l'amour, et cela s'explique et se démontre. Oui, donc entre les deux pôles qu'on dit opposés, on appelle positif, négatif, peu importe, il y a une attraction qui crée un mouvement, donc qui crée de l'énergie. C'est de l'énergie libre, bien sûr, qui va faire que les deux aimants vont fusionner. Et alors, du fait que ces deux aimants vont fusionner, il se passe quelque chose de tout à fait incompréhensible pour la physique, qui est le fait que les pôles disparaissent. C'est-à-dire que on avait deux pôles ici, deux pôles là, mais que lorsqu'ils fusionnent, on n'a plus que deux pôles. Un pôle ici, un pôle là. Les deux autres pôles ont disparu. Ils ont fusionné. Et donc on se retrouve avec un seul aimant qui a toujours deux polarités magnétiques. Et vous pouvez ajouter comme ça autant d'aimants que vous voudrez.
vous aurez toujours au bout du compte un seul aimant avec deux polarités magnétiques et pas plusieurs. Ce qui montre bien que c'est un processus métaphysique et non pas physique. Parce que si c'était physique, vous auriez deux pôles ici, deux pôles là. Vous faites ça, vous avez 1, 2, 3, 4 pôles. Et vous en rajoutez d'autres, vous aurez 8 pôles, et 12 pôles, et 50 pôles, et 10 000 pôles. C'est pas vrai. Vous avez toujours que deux pôles. Parce que ce sont des processus qui sont purement spirituels. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont spirituels qu'ils ne sont pas rationnels. Au contraire, c'est beaucoup plus rationnel que la physique. Et la logique est totale là-dedans. Et cela se démontre et s'explique parfaitement, parfaitement, très rationnellement. Il n'y a pas besoin de chercher du mysticisme ou des choses comme ça pour l'expliquer. Bon, ce qui nous importe donc, c'est cette dégravitation. Et la dégravitation, ça se produit lorsque les deux pôles qui sont en attraction, pour une raison ou pour une autre, s'éloignent simultanément l'un de l'autre. Simultanément l'un de l'autre. Et de par leur mouvement propre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'en prendre un, de le tirer, etc. Ce n'est pas un système artificiel qui va les éloigner. Là, ça marche beaucoup moins bien. Ça marche un peu. Il y a quand même une certaine dégravitation, mais elle est partielle. Mais dans la nature, il n'y a personne pour éloigner les pôles les uns des autres. Ils s'éloignent tout seuls du fait des rotations. Que ce soit des planètes, ce soit des particules atomiques, peu importe, elles ont un axe d'épaule, et ce sont ces axes d'épaule qui tournent en synchronisme. Ils tournent toujours en synchronisme, ils ne peuvent pas faire autrement. Ça se démontre, même si, dans certains cas, on voit que les vitesses de rotation ne sont pas les mêmes. Mais ça, les vitesses de rotation, on les mesure à la surface. On ne les mesure pas au niveau du noyau. Et de toute façon, la vitesse n'a pas besoin d'être identique. Il faut simplement qu'elle soit compatible et que cette vitesse permette que périodiquement, deux pôles se trouvent face à face, et à nouveau deux pôles se trouvent face à face. Mais si vous en avez un qui tourne deux fois plus vite que l'autre, l'essentiel c'est que régulièrement, il y ait attraction. Et donc le synchronisme se fait quand même. Donc la vitesse en fait apparente des planètes n'a pas de réelle signification. C'est pas ça qui doit nous empêcher de comprendre le processus. Bien, revenons-en à la dégravitation. Lorsque les deux pôles se rapprochent, ce n'est pas du tout pareil que lorsqu'un seul se rapproche. Il faut déjà comprendre ça. Vous avez un aimant ici, un aimant là. Il y en a un qui est fixe, même si fixe dans l'espace, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais relativement, ça veut dire quelque chose. Vous en avez un qui se rapproche. C'est un peu comme la chute des corps, la loi de Coulomb. 2 fois moins de distance, 4 fois plus d'attraction. 2 fois moins de distance, 4 fois plus d'attraction. Encore 2 fois moins de distance, encore 4 fois plus d'attraction. L'attraction augmente à l'inverse du carré de la distance. Plus la distance est courte, plus l'attraction est forte. Et cela aussi, c'est quelque chose qui est totalement incompréhensible en physique, parce que ce n'est pas matériel. Encore une fois, c'est métaphysique. Et métaphysiquement, ça se démontre extrêmement bien. Il n'y a pas de souci. De la façon la plus rationnelle, il faut comprendre pour ça ce que c'est que le but, la nécessité qui engendre les mouvements. Et lorsqu'on l'a compris, on comprend aussi pourquoi l'attraction augmente au fur et à mesure qu'on se rapproche du but. Bref. Donc, si deux aimants sont en présence l'un de l'autre et qu'un seul se rapproche, il va tomber dessus, bien sûr, mais l'accroissement de l'attraction n'est que à l'inverse du carré de la distance. C'est pas 2 fois moins de distance, 4 fois plus d'attraction. Mais si les deux se rapprochent en même temps, l'augmentation de l'attraction est au carré de cela, au carré de cette loi de Coulomb.
2 fois moins de distance, 16 fois plus d'attraction. 16 fois, le corps est de 4. Alors, la dégravitation, qu'est-ce que c'est? Ah, il a fallu que je trouve cette chose qui m'a fait tellement pleurer quand j'avais 33 ans. Cette chose énorme, parce que Einstein venait de mourir. Il aurait tant aimé savoir, il n'a pas su, il est mort sans savoir. Et moi, je m'amène 3 semaines plus tard, et je dis, monsieur Einstein, j'aurais pu savoir, j'aurais pu vous expliquer, vous n'êtes pas là pour le faire. J'étais très ému à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est que la dégravitation? J'ai un pôle fixe, un pôle qui s'éloigne. 2 fois plus de chemin, 4 fois moins de vitesse. 2 fois plus de chemin, encore 4 fois moins de vitesse. 2 fois plus de chemin, encore 4 fois moins de vitesse. Tant que celui-ci est là, celui-ci sera freiné jusqu'au moment où, à force d'être freiné, tout le temps freiné, jusqu'à l'infini, jusqu'à l'infini, parce que le champ magnétique va à l'infini, pour une raison que je peux vous expliquer également. Vous avez donc un pôle nord, ici, un pôle sud qui s'éloigne. 4 fois plus de vitesse, 4 fois moins de vitesse pour 2 fois plus de chemin parcouru. Pour éviter qu'il y ait freinage, il suffit simplement que pendant que celui-ci est ralenti de 4 fois sa vitesse, il suffit que celui-ci soit 4 fois moins fort. Or, pour 4 fois moins fort, il suffit qu'il fasse exactement le même chemin. Et à ce moment-là, nous avons, selon la loi de Coulomb, 4 fois moins d'attraction ici, et 4 fois moins d'attraction, 16 fois moins d'attraction. Oh, 16 fois moins d'attraction. C'est la libération, c'est-à-dire c'est la suppression du freinage. Si, au lieu d'avoir un seul pôle qui se rapproche, les 2 pôles se rapprochent simultanément, je multiplie encore la production par 4, l'accélération par 4. Celui-ci tombe sur celui-ci, mais si en même temps je fais ceci, je multiplie l'attraction, c'est-à-dire que c'est exactement comme si je doublais le chemin de celui-ci spontanément. Ce qui fait qu'on a 16 fois plus d'attraction au lieu de 4. Alors, qu'est-ce qui se passe entre les 2 pôles qui s'éloignent? Un physicien classique, évidemment, matérialiste, vous dira, il s'attire. Si on mesure à chaque instant, ici on mesure l'attraction, il y a attraction, on mesure l'attraction ici, attraction, on mesure l'attraction ici, il y a attraction, il y a toujours attraction. Bon, plus la distance est grande, moins l'attraction est forte, puisque l'attraction diminue au carré de la distance, 2 fois plus de distance, 4 fois moins d'attraction. Donc, ils vont se penser que, si on le mesure à un instantané comme ça, dire il y a attraction entre eux. Oui, là aussi il y a attraction entre eux. Là aussi il y a attraction entre eux, évidemment. Mais il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas une photographie, c'est un mouvement. Et lorsque c'est en mouvement, et que c'est donc pas dans l'instantané que se produit la chose, eh bien, lorsque les 2 pôles en attraction, parce que c'est 2 pôles qui normalement s'attirent, s'éloignent simultanément l'un de l'autre, et avec d'ailleurs des vitesses inversement proportionnelles à leur masse respective, c'est-à-dire que plus la masse est grande, plus l'éloignement peut être faible, et plus la masse est faible, plus l'éloignement doit être rapide. C'est ça, ça veut dire inversement, un éloignement inversement proportionnel, une vitesse d'éloignement inversement proportionnelle aux masses respectives des particules ou des planètes. Donc lorsqu'elles s'éloignent, on est dans un cas de mouvement, on n'est pas dans un cas statique, on peut mesurer l'attraction. Et de fait, lorsqu'ils s'éloignent, il n'y a plus attraction. En tout cas, l'attraction devient inopérante. C'est comme si elle était zéro. C'est ça qui est extraordinaire, parce que il y avait une force de 200 tonnes, par exemple, entre les 2 aimants, et là, il y a une force de zéro. Comment est-ce possible? Eh bien, c'est tout simplement possible pour une raison extrêmement simple. C'est que la diminution de vitesse d'éloignement qui serait due au freinage magnétique par les deux pôles en attraction, ça devrait freiner, ça freine. Si vous en éloignez un, il va être freiné, il va finir par revenir. Vous éloignez l'autre, il va être freiné magnétiquement, il va finir par revenir. Mais lorsque vous éloignez l'autre en même temps, vous n'avez pas ce freinage. Vous n'avez pas ce freinage parce que chaque fois
à chaque instant où vous avez une diminution de vitesse, vous avez en fait une augmentation de la distance. Encore une diminution de la vitesse, encore une augmentation de la distance. Et cela pendant tout le mouvement. Et cette augmentation de la distance compense la diminution de la vitesse. C'est-à-dire que la force d'éloignement reste toujours la même. Et donc c'est comme s'il n'y avait pas attraction. C'est ce qui fait que l'attraction est inopérante. Ce qui fait qu'on n'a pas du tout de freinage magnétique. À chaque instant, à chaque moment où la vitesse pourrait être réduite, la distance est augmentée d'autant. Donc le freinage devient inopérant. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est que ce freinage soit inopérant. Ça ne veut pas dire que les pôles ne sont plus en attraction. Ils sont en attraction, mais ils ne s'attirent pas. Ils ne s'attirent pas, ils se libèrent. C'est la libération magnétique, et c'est cette libération magnétique qu'on appelle la dégravitation. Alors vous n'avez peut-être pas tous compris pourquoi cette découverte de la dégravitation, qui date de mai 1955 par Léon Raoult-Lathème, est tellement importante pour comprendre les mouvements planétaires et la constitution de l'univers. C'est extrêmement simple. Lorsque à partir du moment où on a compris, mais ça on vous montre par ailleurs, que toute particule atomique, comme tout astre, quel qu'il soit, est toujours un aimant complet muni de ces deux polarités magnétiques, et qu'on vous a expliqué d'ailleurs pourquoi la plupart du temps ces masses magnétiques se sont concentrées, sont tombées les unes sur les autres, jusqu'au moment où la distance qui les sépare est tellement grande que l'attraction devient égale à la répulsion. On ne va pas revenir là-dessus, vous avez ça expliqué un peu partout. Eh bien, à ce moment-là, il y a une stabilisation qui se produit. Mais il n'empêche que les polarités existent toujours et qu'il y a toujours des relations magnétiques entre ces masses. Alors, dans certaines conditions, on vous l'explique, il ne faut pas que les axes soient complètement parallèles, il faut qu'ils soient dans le même plan, à peu près, ce qu'on appelle le plan de l'écliptique, le plan de l'équateur, l'un de l'autre. Il faut aussi qu'ils ne soient pas trop éloignés les uns des autres, il faut qu'ils ne soient pas parallèles, ça je vous l'ai dit. Et dans ce cas-là, les systèmes planétaires ou atomiques vont se constituer de façon inévitable, irrévocable. Les mouvements vont se produire pour mettre, à condition que les axes soient comme ça, pas qu'ils soient comme ça va tomber évidemment, mais tous les cas où les conditions ne permettent pas la constitution d'un système planétaire ou atomique, tous ces cas-là ont disparu puisqu'à chaque fois, il y a concentration de la matière. C'est ce qui produit des masses séparées par des grandes distances. Chose évidemment qui ne peut pas être expliquée par le Big Bang, c'est une autre histoire. Donc ces masses se retrouvent stables, à grande distance les uns des autres. Ta grande distance est absolument indispensable. S'il n'y a pas grande distance, il y aura chute, c'est obligé, parce qu'il n'y a pas équivalence entre l'attraction et la répulsion. Vous comprenez bien que quand vous avez deux aimants à proximité, il n'y a jamais équivalence entre l'attraction et la répulsion. L'attraction va toujours l'emporter sur la répulsion, donc il va y avoir chute. Mais si la distance est très grande, la différence entre les pôles en attraction et les pôles en répulsion, les deux capuchons là, c'est les pôles en répulsion, et ceux-là, ils sont en attraction. Mais la différence entre les deux, entre l'attraction et la répulsion, est inopérante, puisqu'elle est négligeable. À grande distance, il n'y a plus de différence. Donc c'est pour ça qu'il y a stabilisation, et à partir de cette stabilisation, il y a quand même mise en mouvement, parce que, de toute façon, il y a quand même attraction et recherche d'attraction maximum. Ça va se faire en douceur. Au lieu de se faire brutalement avec la chute, ça va se faire en douceur. Et cette douceur, elle va faire que les axes vont se mettre en mouvement. Les axes vont créer des axes de rotation pour aligner les pôles. Mais, on vous l'expliquait par ailleurs, donc, puisque les distances sont très grandes, les forces magnétiques sont très faibles, les masses, qui sont maintenant des masses, ont une inertie très grande qui fait que lorsqu'elles vont commencer un mouvement,
l'élan acquis par ce mouvement va être plus fort que l'attraction magnétique. Et donc, au lieu de s'arrêter en position avec les 4 pôles dans un même plan pour chuter l'un sur l'autre, elles vont dépasser cette position idéale. Et alors là, les fonctions magnétiques vont s'inverser. C'est-à-dire que les pôles qui étaient en attraction, même si c'est très doux, commencent à s'éloigner et donc à se dégraviter. Tandis que les 2 autres pôles qui étaient en train de s'éloigner, ils commencent à se rapprocher. Donc entre eux, l'attraction va être considérablement augmentée. Il va donc y avoir une accélération de ce mouvement. Et s'il y a une accélération de ce mouvement d'attraction, l'élan acquis au premier tour va être encore bien plus fort qu'au départ. Et au deuxième tour, il va être encore beaucoup plus fort qu'au premier tour. Et au troisième tour, encore beaucoup plus fort. Ce qui fait qu'il va y avoir accélération, accélération, accélération des mouvements de rotation synchronisés. Parce que, à chaque fois, il y aura chute en attraction accélérée, mais pas freinage lorsque les deux vont s'éloigner. Donc, de l'autre côté, accélération, pas freinage. Accélération, pas freinage. Accélération, pas freinage. Accélération, pas freinage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une accélération continue, qui pourrait faire que les deux systèmes explosent, à force de tourner de plus en plus vite. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer, parce que ces astres, ces planètes, ne sont pas, ou ces particules ne sont pas fixes dans l'espace. Elles sont libres. Comme elles sont libres, eh bien, il va se passer que la plus petite va avoir tendance à aller chercher le pôle de l'autre pour minimiser son travail, et c'est automatique, c'est obligatoire, ça s'explique très bien. Et donc, ce qui va se produire, c'est que il va y avoir un mouvement de translation orbitale qui va se mettre en route et qui va d'ailleurs s'accélérer aussi au fur et à mesure que s'accélèrent les rotations synchronisées sur les axes. Et du fait que cette rotation, translation orbitale va elle aussi s'accélérer, eh bien la distance va encore grandir entre les deux astres, les deux planètes, ou entre les deux particules atomiques. Et donc les forces magnétiques vont encore diminuer. Si elles diminuent, les vitesses vont se ralentir. Les vitesses vont se ralentir. Et si les vitesses se ralentissent, l'élan va diminuer. La translation orbitale va être ralentie et il va y avoir rapprochement. Et s'ils se rapprochent, les forces magnétiques vont augmenter. Et si elles augmentent, les rotations vont augmenter, vont s'accélérer. Et si elles s'accélèrent, la translation orbitale aussi va s'accélérer. Et donc, ils vont s'éloigner encore plus. Mais s'ils s'éloignent, ça va diminuer les forces. Donc ça va ralentir les mouvements et ça va produire un rapprochement. S'il y a un rapprochement, ça va augmenter les forces, ça va accélérer les vitesses et donc produire un éloignement. Au bout d'un moment, vous allez avoir un équilibre qui va s'établir entre les vitesses de rotation, les vitesses de translation orbitale, qui va vous donner un système planétaire ou un système atomique extrêmement stable, permanent, pour l'éternité. Ou à peu près, si ça veut dire quelque chose. En tout cas, un mouvement qui est solide. Et un atome qui est solide, c'est-à-dire que si vous voulez comprimer la matière, elle va résister. Et si vous voulez la dilater, elle va revenir à sa position initiale. Donc vous avez une matière solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et ça tombe bien parce que je suis assis sur une chaise, et j'aurais pas voulu que le simple fait de m'asseoir sur une chaise fasse que la chaise s'évanouisse. Parce qu'elle se serait évanouie si c'était simplement une attraction entre des particules positives et des particules négatives. Là, la chute est inévitable. La moindre perturbation aurait détruit l'équilibre. Vous n'avez pas d'équilibre dans l'atome de Bohr, dans l'atome classique, dans l'atome standard. Et là, vous avez un véritable équilibre, qui fait que vous avez dans l'espace, dans le cosmos, des galaxies qui durent des milliards et des milliards d'années, qui sont extrêmement stables, extrêmement solides, et qui supportent toutes les perturbations. Au point qu'il arrive que deux galaxies se traversent, et l'une ressort de l'autre côté, sans avoir en rien perturbé la première. C'est évidemment complètement aberrant
en termes d'astrophysique classique, celle qu'on vous enseigne à l'école, à l'université. Mais ce qui est tout à fait normal, lorsque vous avez compris que toute la galaxie, ici, la première galaxie, a des rotations synchronisées qui maintiennent sa cohésion, et que l'autre galaxie qui arrive a peut-être de toute autre vitesse, a peut-être de tout autre rythme de rotation, et donc il ne peut pas y avoir attraction entre les masses qui vont se croiser, puisqu'elles ne sont pas synchronisées symétriquement. Et donc elles vont s'ignorer, jouer pour se contourner et ressortir de l'autre côté. Il n'y aura pas de perturbation du système. Tout l'univers repose sur la dégravitation. Tout l'univers ne fonctionne et ne vit que parce qu'il y a la dégravitation. Il fallait le découvrir, c'est fait. Maintenant, vous pouvez comprendre l'univers, il n'y a plus aucun souci, mais surtout, ne le gardez pas pour vous, dites-le autour de vous, dites-le à vos professeurs de physique, bien sûr, parce qu'ils ont besoin de le savoir. Évidemment, sur le coup, mais c'est pas possible, les aimants, ils sont en attraction, donc ils vont se freiner. Et vous leur direz non, on va vous montrer, effectivement, sur un plan mathématique, que ce n'est pas le cas, mais on va aussi vous montrer, sur un plan mécanique, que ce n'est pas le cas, parce que les appareils de démonstration pour mettre ça en évidence, ils sont là, ils sont disponibles, il vous suffit de venir les voir. Alors, nous avons ici, donc, ici, j'ai de la gravitation et pas de freinage. Alors, comme je vous l'ai montré, je peux taper dessus, je tape dessus, ça ne veut pas s'arrêter. Le moteur entraîne un aimant, il ne freine pas ça. C'est le champ magnétique qui est en train de faire. Donc, ici, il faut que maintenant, j'essaie de l'arrêter. Eh bien non, il ne veut pas s'arrêter. Hein. Et maintenant, je fais tourner en 60. Et c'est pareil, et ça marche toujours. Et ça ne devrait pas tourner. Et ça tournera des millions d'années s'il le faut. Voilà. Ce n'est pas un mouvement perpétuel, il y a ici un ressort. Mais je peux vous montrer que par champ magnétique, on obtient exactement ce qui se produit dans l'espace entre deux aimants qui tournent en rotation synchronisée. C'est très 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 important, c'est toute l'harmonie de l'univers qui est rassemblée dans ce système. Et Uranus, que je fais tourner comme ceci, va être pareil. Voilà. Alors vous avez la fraction, vous avez la dégravitation, vous avez l'accélération de vitesse, la production d'énergie, vous avez le système Terre-Lune, tout à l'heure je vais vous montrer le système Terre-Lune qui est là, ça c'est le système Terre-Lune, regardez, vous voyez ce que fait la Lune. Regardez ce que fait la Lune, regardez ce que fait la Lune. Vous voyez ce que fait la Lune. Ce mouvement vibratoire que j'ai expliqué tout à l'heure, ce mouvement d'approche et de recul, voyez-vous, ce mouvement d'éloignement, de rapprochement, en même temps de balancement qu'on appelle la libration lunaire. C'est Galilée qui a découvert ça, c'est formidable, c'est un type extraordinaire. Quand je pense qu'on a voulu le massacrer parce qu'il n'était pas d'accord avec la religion à l'époque, qu'est-ce que je pouvais faire? C'est comme ça, les hommes sont comme ça, tant pis, c'est comme ça. Comment ça tombe? Alors ça c'est pour le petit système. Donc nous avons Uranus, nous avons la Terre et la Lune, nous avons l'accélération, la suppression du freinage magnétique, la suppression de la répulsion, nous avons la production d'énergie, c'est très important pour la production d'énergie. Vous allez voir comment on produit. Ça ne veut pas s'arrêter, donc ça va. Et même dans l'autre sens, si on fait comme ça, il faut faire tourner en rotation synchronisée. Il faut qu'ils soient en harmonie, voilà. Alors c'est pareil, si je veux arrêter, oui, il ne veut pas s'arrêter. Il continue à tourner. Je vais d'abord vous montrer le moteur de l'univers. Ah, le moteur de l'univers, parce que forcément, dans l'univers, il n'y a pas de moteur électrique, il n'y a pas de moteur mécanique, il n'y a pas de moteur à essence. Comment fonctionne le moteur de l'univers? Je prends deux aimants à grande distance. Si je vous pose une question quelconque, n'importe laquelle, pas n'importe laquelle, mais enfin, je vais poser une question.
Qu'est-ce qui va se produire avec ces deux aimants? Ils sont là, ils se regardent, Qu'est-ce qui va se produire? Est-ce qu'ils vont bouger? Est-ce qu'ils vont rester comme ça? Eh bien non, ils ne vont pas rester comme ça. La première chose qu'ils vont faire, ils vont chercher à aligner leurs quatre pôles sur une même ligne droite, comme ceci. Ils vont donc acquérir une force d'inertie. Si ce n'est pas sur une même ligne droite, ce sera sur un même plan, comme ceci. Et automatiquement, si vos aimants sont en répulsion, celui-ci va se retourner pour se mettre en attraction. Et donc, à partir du moment où ils vont se mettre en attraction, ils vont se chercher à placer leurs quatre pôles sur une même ligne droite. Voilà. Et à partir de là, le mouvement est lancé. Sans énergie, sans essence, sans électricité, pas de pétrole. Simplement de l'énergie magnétique, de la dualité. Attraction-répulsion, et voilà. Et vous avez attraction ici, dégravitation de l'autre. C'est-à-dire que si vous êtes suffisamment éloigné, au lieu d'être très proche, parce que si vous êtes très proche, vos aimants vont tomber l'un sur l'autre. Forcément, ce sont des aimants et ils sont faits pour s'attirer. D'autant plus que s'il n'y avait qu'une seule attraction, alors là, boum, ils tombent l'un sur l'autre et puis c'est tout. Hein. Comme la gravitation newtonienne. Si Newton avait raison, l'univers ne serait pas en équilibre, en recherche d'équilibre permanent, il serait une boule de matière réunie, et encore matière, ça n'existe pas la matière. Il serait une boule informe, une masse informe de matière complètement rassemblée par la gravitation. Non, il y a deux polarités qui s'attirent et qui se repoussent. Alors, vous avez à partir de là, les deux pôles qui vont commencer à se mettre en mouvement et acquérir une force d'inertie, c'est-à-dire une force de mouvement qui va les entraîner. Lorsqu'ils vont arriver là, si la force d'inertie est plus grande que l'attraction, à ce moment-là, ils vont continuer leur mouvement. Et en continuant leur mouvement, que va-t-il se produire? Ils vont se dégraviter. Les deux pôles qui sont en bas vont commencer à s'attirer en s'accélérant, alors que les deux pôles qui sont en haut vont s'éloigner. Au bout d'un moment, ils vont changer de côté. Ceux qui sont en haut vont commencer à s'attirer en tombant l'un vers l'autre avec précipitation, et en bas, pas de freinage. Accélération en bas, pas de freinage en haut. Accélération en haut, pas de freinage en bas. Accélération en bas, pas... C'est dur à lire. Ça fait beaucoup rire, cette histoire. C'est tellement simple. Enfin, vous avez compris. Vous avez deux pôles qui se précipitent l'un vers l'autre et deux pôles qui se dégravitent. Donc, vous avez accélération de vitesse de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Pas de moteur dans l'univers. C'est ça le moteur de l'univers. C'est l'harmonie. L'harmonie de l'univers. Voilà. Cette harmonie merveilleuse qui va créer des êtres humains. Nous avons un aimant qui tourne ici. Il fait tourner tous les aimants qui sont ici. Tous. À la même vitesse de rotation, ils ne peuvent pas faire autrement. Ils sont synchronisés par les polarités. 100 millions d'étoiles qui sont en rotation synchronisée comme ceci. Vous avez compris que lorsque la Terre tourne en 24 heures, le Soleil, le noyau central du Soleil, tourne également en 24 heures, et toutes les étoiles de la galaxie, des 100 milliards d'étoiles, tournent en rotation synchronisée. Je vais faire une chose. Je vais maintenant taper sur ce que j'ai fait tout à l'heure avec ça, faire ça. Vous ne croyez pas qu'il devrait s'arrêter? Vous ne croyez pas qu'il devrait s'arrêter, mon petit système, là? Parce qu'ils ne sont pas entraînés par le moteur, ceux-là. Ils sont entraînés par champ magnétique. Ils ne peuvent pas s'arrêter parce qu'ils sont accélérés. S'ils n'étaient pas accélérés, je ne pourrais pas faire ce que je viens de faire. C'est absolument impossible. Alors un jour, on va voir une petite histoire. J'ai fait un jour le mondial de l'invention. Le mondial de l'invention au Palais Baltard, à côté de Paris, à Nogent-sur-Marne. J'ai présenté mon petit tracteur que je vais vous montrer, et ce petit tracteur, je dis voilà, le monsieur qui vient ici, c'était l'examinateur, c'était un ingénieur, un directeur de recherche au CNRS. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Hatem? Ah, moi, je crée de l'énergie. Oh, monsieur Hatem, vous savez qu'on ne crée pas d'énergie, c'est impossible. Ah, moi, je crée de l'énergie. Mais monsieur, en physique, on ne crée pas d'énergie. Alors, venez voir un petit peu ici. On était sur le tracteur, on tourne autour de la table, on avait un petit creux au milieu. Je lui montre cet appareil. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et il regarde, un bon moment. Puis il commence à tripoter. Qu'est-ce que tu cherches là, monsieur? Eh bien, je cherche le petit moteur. Je cherche la supercherie. Il y a une supercherie là-dedans, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est impossible. Mais il n'y a rien d'autre. Simplement un moteur qui fait tourner un aimant, et tous les aimants tournent en rotation synchronisée.
Au bout d'un moment, monsieur Athème, vous créez de l'énergie. Oui, monsieur Athème, vous créez de l'énergie. Voilà. Un ingénieur du CNRS. C'est tout. C'est tout. Toute l'harmonie de l'univers est dans les pôles magnétiques. Alors là, voyez-vous, les rotations continuent comme il faut, mais étant donné que le Soleil tourne comme ceci, il a une petite tendance à freiner le Soleil, le ciel qui doit aller dans le sens. Mais ça n'empêche pas qu'il continue à faire tourner la Terre et la Lune, ce système d'étoiles doubles, en synchronisme symétrique. Ce sont des aimants. Le Soleil est un aimant, ça c'est des aimants, la Terre est un aimant, la Lune est un aimant, les étoiles ici sont des aimants, ça c'est un aimant bien sûr. Ça c'est Saturne, c'est contrepoids, c'est un contrepoids pour le Soleil. Ah oui. Alors c'est intéressant de voir. Hein. On va arriver bien sûr à les arrêter comme ça, mais ils vont continuer à tourner. Pendant 8 jours, ils continueront à tourner, et le Soleil se remettra à tourner dans l'autre sens après. Le système se remettra à tourner dans l'autre sens. Mais dans l'espace, ce n'est pas rigide. Dans l'espace, c'est un système très libre. Très libre, c'est-à-dire pas de freinage, pas de... Si, il y en a des freinages énormément. Mais il y a une harmonie dans les rotations qui fait que les freinages sont compensés par des mouvements de réaccélération. Donc voilà, je vous propose un système extrêmement simple. Attraction-impulsion, harmonie de rotation, mouvement orbital. Qu'est-ce que ça veut dire? Un système à 3 pieds. Attraction-impulsion, système ternaire, c'est la Trinité. La Trinité dont les religions ont besoin pour se soutenir, l'existence d'un Dieu. Hein, voilà. Attraction-impulsion, harmonie, mouvement orbital. 3 pieds. 3 pieds pour tenir debout. Alors c'est très intéressant parce que le mouvement orbital, ce n'est pas rien. Je vais le remettre à tourner. Il s'arrête un peu comme ça. Maintenant, je vais le remettre dans le sens. Je le remets dans le sens. Hein. Ils vont se remettre à tourner. Hein. Alors, il s'arrêtera plus. Oui, c'est très intéressant dans le système planétaire. Parce que le mouvement orbital est justement la chose essentielle qui permet le mouvement perpétuel dans l'univers. Évidemment, puisque cette dégravitation permet la création d'énergie libre, bien sûr. L'atome crée sa propre énergie, le cosmos crée sa propre énergie. Vous n'avez pas l'univers qui consomme une énergie, il ne peut pas consommer d'énergie, il n'y a pas d'énergie à consommer. Il ne va pas pomper son énergie dans un autre univers ou dans un autre système pour fonctionner. Non, non. Il crée en permanence sa propre énergie, il est parfaitement autonome. Eh bien, cette autonomie, cette création permanente d'énergie, qui est évidemment contraire à la loi de thermodynamique qui nous dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, ce qui est absurde évidemment, puisque le simple fait que tout se transforme montre qu'il y a une création d'énergie permanente, sinon ça ne se transformerait pas. Mais il est vrai que l'énergie se transforme tout le temps. Mais si elle se transforme, c'est parce qu'il y a une énergie qui se crée. Sinon, ce serait statique, rien ne bougerait sans énergie. Cette énergie, c'est à chaque instant qu'elle se crée. Eh bien, c'est très intéressant, techniquement, parce que vous pouvez récupérer cette énergie. C'est-à-dire, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire de plus en plus, vous pouvez très simplement utiliser le principe de dégravitation pour multiplier la production d'énergie, que ce soit une énergie électrique ou une autre énergie, mais en principe on fait ça avec de l'énergie électrique. Ce qui est important, c'est que vous le compreniez et que si vous voulez vous rendre autonome, vous pouvez vous rendre autonome au même titre que n'importe quel système atomique ou planétaire est parfaitement autonome, crée sa propre énergie à chaque instant et fonctionne comme cela quasiment pour l'éternité. Tout cela grâce à ce phénomène de dégravitation que j'ai été heureux de vous expliquer ici. J'espère que ça a été assez clair et que vous aurez compris quelque chose. En tout cas, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, on recommencera aussi longtemps qu'il faudra et vous pouvez poser bien sûr toutes vos questions à ce sujet-là. On vous répondra. Nous sommes à votre disposition. À plus tard.